Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a fait sentir chez vous, même sans connaître son nom? C'est une question étrange, n'est-ce pas? Mais parfois, la vie met sur notre chemin des âmes perdues qui, dans l'immensité du monde, semblent venir à nous, comme des phares dans la tempête. C'est ce que Luc a vécu. Perdu dans la violence du vent et du sable, il a croisé le chemin d'une femme qui allait lui redonner une raison de croire à un chez-soi. Mais ce n'était pas une simple rencontre. C'était un tournant. Et c'est à travers cette tempête qu'il allait découvrir qu'un foyer, parfois, c'est là où l'on se sent vraiment vu, compris et accepté. L'histoire qui suit n'est pas juste celle d'un homme, d'une femme et d'un enfant. C'est celle d'un voyage intérieur, où l'amour est une bataille silencieuse pour se retrouver soi-même, dans les bras de l'autre. Fin novembre 1868, dans la vallée de Dustwind Ridge, territoire du Nouvel-Ouest, le sable a des crocs. Luke North l'a appris à ses dépens, face contre terre, le sang s'écoulant de la plaie au-dessus de son œil gauche. Son cheval s'est échappé, englouti par le mur de poussière hurlante. La tempête est arrivée sans préavis, comme une bête faite de vent et de poussière, avalant l'horizon d'un coup. Un instant plus tôt, il chevauchait, revenant du village avec du sel et des grains de café. Et puis, soudain, le ciel s'est teinté de brun. Son cheval s'est cabré et le sol s'est élevé pour le frapper comme un poing de fer. Il tenta de se relever, mais sa jambe céda. Quelque chose se déchira, quelque chose ne fonctionnait plus. Le sable lui râpait la peau, remplissait sa bouche, floutait sa vue. Il rampe sur quelques mètres, mais ses bras ne l'aidèrent plus. C'est ainsi que je vais mourir, pensa-t-il. Pas à la guerre, pas à cause de la fièvre, mais seul dans une vallée qui ne m'a jamais voulu. La dernière image qu'il aperçut, avant que l'obscurité ne l'engloutisse, fut une silhouette qui se frayait un chemin à travers la tempête. Une femme enveloppée dans des tissus, tirant derrière elle quelque chose, un enfant. Oui, c'était un garçon. Avant de poursuivre cette histoire d'amour sauvage, prenez un moment pour commenter ci-dessous. D'où regardez-vous cette histoire? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a fait sentir chez vous, même sans connaître son nom? Vos pensées aideront ces histoires de cow-boys à toucher les cœurs de ceux qui en ont le plus besoin. Luc se réveilla dans une lumière tamisée. Le plafond au-dessus de lui était familier. Des poutres de bois brut, une tache d'eau en forme de croissant de lune. C'était sa cabine. Mais l'air avait une odeur différente. De la fumée, oui, mais aussi quelque chose d'autre. De la sauge écrasée, un parfum vert et piquant comme un remède. Il tourna la tête. Une douleur perça son crâne, mais il fit un effort pour garder les yeux ouverts. Une femme était assise près du feu, dos tourné. Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, emmêlés par le vent et la poussière. Elle portait une robe en daim, décolorée et réparée à plusieurs endroits. Ses mains bougeaient lentement, avec une précision silencieuse, sur une petite marmite posée sur le feu. À ses côtés, un garçon de moins de 8 ans dormait, emmitouflé dans une couverture en laine. Luc tenta de parler, mais sa gorge était aussi sèche que du papier de verre. La femme se tourna lentement vers lui. Son visage était anguleux, bronzé, avec des pommettes hautes et des yeux bruns, couleur de l'eau d'un ruisseau en automne, brun avec des éclats dorés. Une fine cicatrice traversait sa mâchoire, pâle contre sa peau. Elle ne sourit pas, ne sursauta pas. Elle le regardait, comme un faucon observant les mouvements dans l'herbe. « Tu es sur le point de mourir ?» dit-elle. Sa voix était claire mais mesurée, chaque mot posé comme une pierre dans un ruisseau. « Le sable t'a presque enterré. » Luc déglutit. « Tu m'as amené ici? Voici ta maison. » Elle désigna du regard une étagère où une vieille photo jaunie était posée. C'était une photo de lui et d'une femme en robe blanche. Catherine, morte depuis 3 ans. « Je t'ai ramené chez toi. »
Luc tenta de se redresser, mais une douleur intense dans ses côtes le fit s'effondrer à nouveau. Elle se trouva à ses côtés en 2 pas, posant une main ferme sur sa poitrine. « Ne bouge pas. Ta jambe est bandée. Ta tête est bien plus grave. Si tu bouges, tu vas saigner à nouveau. » Il regarda sa jambe gauche, solidement bandée, avec un cataplasme d'herbe écrasé dessous. Un travail soigné, mieux que ce que les médecins militaires avaient fait avec les garçons de Virginie. « Qui es-tu » demanda-t-il. Elle se tourna vers le feu et remua la marmite. « Je m'appelle Élisa. Le garçon, c'est Milo. C'est mon fils. » Elle jeta un coup d'œil vers le garçon endormi, et pendant un instant, la dureté de son visage s'adoucit, se transformant en quelque chose de brut. « Mon fils n'a pas bien dormi depuis des semaines. Ce soir, il dort. » Luc la regarda. La tension dans ses épaules, le couteau attaché à sa taille, la façon dont elle se tenait entre lui et la porte. Une femme en fuite. Une femme qui ne faisait confiance à personne. « Il y a des hommes, » dit-elle doucement, sans le regarder, « qui nous suivent. La tempête a effacé nos traces, mais ils reviendront. » Avant que Luc ne puisse demander qui, un vent violent heurta les murs de la cabine. Les volets frappaient bruyamment. À l'extérieur, quelque chose heurta, peut-être un tonneau ou un poteau arraché par le vent. Élisa resta immobile, sa main effleurant son couteau. Ils écoutèrent en silence. Le vent hurlait, puis se tut, laissant place à un silence lourd d'attente. « Ce n'est que la tempête, » dit Luc. Élisa ne bougea pas pendant un long moment. Puis, lentement, elle expira. « La tempête n'est pas ce que je crains. » Le lendemain matin, le vent soufflait encore doucement, ses murmures effleurant la terre, tandis que l'extérieur était recouvert d'une fine couche de poussière rouge. Luc regarda par la fenêtre, observant le lever du soleil, qui enveloppait la vallée de Dustwind Ridge dans des nuances chaleureuses de rouille et d'or, comme si chaque rayon caressait la terre fatiguée. Sa tête le faisait encore souffrir, mais il ressentait enfin un peu de soulagement. Le sang avait cessé de couler et son corps commençait à se stabiliser. Le remède de Élisa faisait lentement effet. Elle était déjà levée, ou peut-être n'avait-elle pas fermé les yeux. Elle était agenouillée près de la porte, les mains pressées contre le sol, et ses lèvres bougeaient lentement, prononçant des mots silencieux dans l'air. Ses gestes étaient simples, sans hâte. Presque comme un rituel qu'elle accomplissait chaque matin, un geste qu'elle avait fait pendant des années, tout comme Luc priait autrefois avant de perdre la foi en l'idée qu'un être supérieur puisse l'entendre. Milo était assis près d'elle, observant sa mère avec une concentration calme. Lorsqu'Élisa termina, elle toucha son cœur du bout des doigts avant de se relever, ses mouvements gracieux et décidés. Luc n'eut pas besoin de poser des questions sur ce qu'elle venait de dire. Il savait que certaines choses ne se traduisaient pas en mots. « Je vais préparer le café », proposa Luc, en se levant doucement du lit. Sa jambe gauche le tiraillait encore, mais il décida de l'ignorer. Élisa secoua la tête avec douceur. « Repose-toi. Je sais où trouver mes affaires, » répondit-il, sa voix encore enrouée. Elle se dirigea vers la cuisine, remplissant une bouilloire d'eau provenant du seau qu'elle gardait près de la porte. Ses gestes étaient précis, comme ceux d'une femme qui a vécu avec moins, mais qui sait en tirer le meilleur. Luc s'appuya contre le mur, observant chaque mouvement. « Tu m'as sauvé la vie. » « Oui, la plupart des gens auraient laissé un inconnu mourir dans le sable. » Elle ne leva même pas les yeux. « La plupart des gens n'ont pas perdu assez pour comprendre le coût de laisser quelqu'un mourir. » Les mots de Élisa restèrent suspendus dans l'air, aussi lourds et tangibles que la poussière qui tombait silencieusement à l'extérieur. Milo tira doucement sur la manche de sa mère, lui murmurant quelque chose dans une langue que Luc ne comprenait pas. La mélodie de ses mots était douce, fluide, comme l'eau qui coule sur des pierres lisses. « Apache », pensa-t-il, en reconnaissant la langue. Le garçon posait une question. Élisa répondit calmement, puis se tourna vers Luc. « Il veut savoir si tu as des chevaux. »« Un. Une jument. »
Elle a pris la fuite pendant la tempête. Luc passa lentement sa main sur son menton, l'esprit un peu ailleurs. Elle a peut-être atteint le lit du ruisseau. Peut-être pas. Le visage de Milo se fendit d'une tristesse silencieuse. Élisa posa sa main sur son épaule. Un geste aussi léger qu'un souffle, mais celui-ci fit naître un air de détermination dans les yeux de l'enfant. « Quand ta jambe ira mieux, dit-elle avec fermeté, nous irons la chercher. » Elle se tourna vers Luc, ses yeux soutenant le poids de sa promesse. « Je ne laisse jamais une dette impayée. Tu as un abri. Je l'ai utilisé sans te demander. Je travaillerai jusqu'à ce que nous soyons à égalité. » Luc voulut répondre, lui dire qu'elle n'avait aucune obligation, qu'elle lui avait déjà sauvé la vie. Mais quelque chose dans son regard le retint, une fierté silencieuse et ferme, une fierté qui ne pliait pas, même lorsque céder aurait été plus simple. « Très bien, dit-il, mais tu n'es pas une dette, tu es une invitée. » Pour la première fois, Élisa montra une infime lueur dans ses yeux. Ce n'était ni de la surprise, ni de la chaleur, mais quelque chose d'un peu plus doux, presque imperceptible. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de verser le café, de lui tendre une tasse, et le silence entre eux prit une nouvelle dimension, moins tendue, mais toujours pleine de questions non posées. Les jours passaient, rythmés par des tâches simples mais essentielles. Élisa recousait un trou dans une couverture, les gestes précis et habituels d'une femme qui a appris à réparer ce qui peut l'être. Milo balayait le sol, puis recommençait chaque fois qu'elle lui montrait un coin qu'il avait oublié. Luc nettoyait son fusil, non pas parce que l'arme en avait besoin, mais parce que ses mains cherchaient une occupation. C'était une façon de remplir le silence, une manière de donner à son esprit quelque chose sur quoi se concentrer. Vers la fin de l'après-midi, il réussit à se traîner jusqu'au porche, s'appuyant sur un bâton de marche que Élisa avait fabriqué à partir d'une branche de juniper. Le ciel, d'un bleu pur, semblait irréel, comme si la tempête n'avait jamais existé. Pourtant, les dégâts étaient bien là. Un morceau de clôture était à terre, la porte du poulailler pendait par un seul gond, et la poussière recouvrait tout, tel un linceul recouvrant un champ abandonné. Élisa apparut à ses côtés, les bras croisés. Elle fixait la clôture brisée, son regard dur comme celui d'un général observant un champ de bataille dévasté. « Je peux la réparer, » dit-elle. « Moi aussi. Pas avec ta jambe dans cet état, » répondit Luc, un léger gémissement dans la voix. Elle avait raison. Avant qu'il n'ait le temps de répliquer, il aperçut un mouvement au sommet de la colline. Un cavalier, peut-être deux, leurs silhouettes se détachant sur la lumière du soir. Trop loin pour distinguer leur visage, mais assez proche pour qu'il remarque qu'ils s'étaient arrêtés. Élisa resta immobile, les yeux fixés sur les cavaliers. Sa main glissa doucement vers son couteau. « Rentre, » dit-elle d'une voix basse. « Fais entrer Milo. Qui sont-ils? » « Rentre tout de suite. » Luc ne protesta pas. Il se hâta, plus vite que sa jambe ne le lui permettait, se dirigeant vers la porte. Milo était déjà debout, les yeux écarquillés, serrant un petit sac de cuir contre sa poitrine. Élisa entra après lui, fermant la porte avec soin, s'appuyant contre le mur près de la fenêtre. Ils attendirent, le silence entre eux lourd de tension. Les cavaliers ne s'approchèrent pas davantage. Après un moment qui sembla durer une éternité, ils se retournèrent et disparurent derrière la colline. Élisa laissa échapper un soupir presque imperceptible, mais sa main resta toujours posée sur la garde de son couteau. « Il te cherche, » dit Luc. Ce n'était pas une question. Elle hocha lentement la tête. « Pourquoi ?» demanda-t-il, l'inquiétude se faisant plus pressante. Élisa ne répondit pas immédiatement. Sa mâchoire se contracta légèrement, et Luc aperçut dans ses yeux quelque chose qu'il connaissait bien. Un regard, dur et déterminé, celui de quelqu'un qui a agi par nécessité, mais qui continue de payer le prix de ses choix. 3 jours passèrent. La jambe de Luc North était désormais assez forte pour qu'il puisse marcher sans l'aide du bâton.
La douleur dans sa tête s'était atténuée, et petit à petit, à force de prudence et de patience, le silence entre eux commença à se remplir de quelque chose d'autre que de la méfiance. Ils travaillaient côte à côte, réparant la clôture, redonnant vie au poulailler, allant chercher de l'eau au ruisseau. Des tâches simples, mais essentielles. Un rythme s'était installé dans leur travail, un rythme que Luc avait oublié. Deux personnes qui œuvraient ensemble, devinant les besoins de l'autre sans même un mot. Élisa travaillait plus dur que n'importe quel ouvrier qu'il avait jamais engagé. Elle portait des poteaux de clôture qui semblaient bien trop lourds pour ses épaules. Elle creusait des trous dans une terre sèche et stérile, résistante à chaque coup de pelle. Et elle ne se plaignait jamais, pas une seule fois, pas un mot de fatigue, pas un regard de découragement. Lorsqu'une cloque sur ses paumes éclata et commença à saigner, Luc le remarqua. Il remarquait tout chez elle maintenant, la façon dont chaque matin elle s'arrêtait pour poser sa main sur la terre, comme si elle s'imprégnait de l'énergie de l'élément qui la soutenait. Il remarquait aussi la mélodie douce qu'elle fredonnait en cuisinant, une chanson légère qui montait et descendait comme le vent soufflant à travers les montagnes. Et puis, il y avait cette manie qu'elle avait de scruter l'horizon à intervalles réguliers, même quand ses mains étaient pleines de travail, toujours sur ses gardes, toujours prête à réagir. Milo, de son côté, aidait quand il le pouvait, apportant des outils, maintenant les planches en place, observant tout avec un regard sérieux. Le garçon parlait rarement, mais chaque fois qu'il prenait la parole, c'était dans une langue hésitante, s'adressant toujours à sa mère, et elle lui répondait toujours avec une patience infinie, lui apportant des réponses et des gestes pleins de tendresse. Le deuxième jour, Luc aperçut Milo derrière l'enclos à bétail, tentant de sculpter un morceau de bois de juniper avec un couteau de cuisine bien trop grand pour ses petites mains. « Fais attention, » dit Luc en s'accroupissant près de lui. « Tiens-le comme ça. » Il guida les mains du garçon pour lui montrer comment tenir le couteau, l'aidant à incliner la lame loin de son corps, à laisser le bois lui indiquer naturellement où couper. Milo écoutait attentivement, ses yeux sombres suivant chaque mouvement, absorbant chaque geste. « Que fais-tu » demanda Luc, en observant le garçon avec attention. Milo hésita, puis, dans un anglais hésitant mais déterminé, répondit « Un cheval pour maman ». Une onde de douleur traversa le cœur de Luc. Il pensa aux jouets en bois qu'il avait sculptés pour des enfants qu'il n'avait jamais eus, la chambre d'enfant vide à l'arrière de la cabine, qu'il n'avait jamais osé visiter depuis la mort de Catherine. « Un cheval », répéta-t-il doucement. « C'est bien, elle va l'aimer. » Ils travaillèrent ensemble jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, projetant une lueur dorée sur l'horizon. Peu à peu, la silhouette brute d'un cheval émergea du bois, maladroite, imparfaite, mais d'une beauté brute, parfaite dans son imperfection. Ce soir-là, Milo présenta la sculpture à Élisa pendant le dîner. Elle prit le cheval dans ses deux mains, le tourna lentement, inspectant chaque coup de couteau, chaque détail de la pièce. Lorsqu'elle releva les yeux, Milo vit ses yeux briller. « Il est magnifique », dit-elle, et pressa la sculpture contre son cœur, comme si elle venait de recevoir un cadeau précieux, fait de toute l'innocence de l'enfant. Le troisième soir, alors que le soleil se couchait derrière les mésas de Dustwind Ridge, Luc était assis sur le porche, aiguisant une hache. Élisa s'assit à côté de lui, se laissant glisser contre la marche avec une grâce tranquille qui rendait les planches usées presque majestueuses. L'air était empli de l'odeur de sauge et de terre qui refroidissait lentement. Au loin, un loup hurla, une note longue résonnant à travers la vallée déserte. Un autre lui répondit, et puis le silence s'installa, lourd et dense. Aucun mot n'éclata entre eux. Le ciel, qui s'était d'abord teinté d'orange, vira ensuite au violet, puis à un bleu profond, semblable à une échymose s'étendant sur l'horizon. « Tu étais soldat », dit-elle enfin, sa voix brisant la quiétude. La main de Luc s'arrêta, la lame de la hache encore posée sur le bois, comme si ces mots l'avaient figé. « Comment le sais-tu » demanda-t-il, un peu surpris.
Ton habitude de vérifier les fenêtres avant de dormir, la façon dont tu écoutes les bruits de sabots. Elle jeta un coup d'œil furtif dans sa direction. La façon dont tu tiens ton arme, comme si elle faisait partie de ton bras. Luc déposa la hache avec un léger soupir. C'était il y a longtemps. Il y a des choses qui ne deviennent jamais du passé, répondit-elle, le regard perdu dans le lointain. Elles restent avec nous, peu importe le temps. Il ne protesta pas. Elle avait raison. Et toi? Demanda-t-il, curieux. Avant de fuir, avant tout ça. Élisa resta silencieuse un moment, ses pensées se noyant dans l'écho du vent. L'amour trouve toujours un chemin dans les ruines. Ses doigts effleurèrent doucement un collier de perles autour de son cou, des pierres rugueuses, chacune d'une nuance différente de brun et de rouge. Peut-être un cadeau, peut-être un souvenir. J'avais un mari, dit-elle, sa voix devenant plus basse, plus grave. Curac, un homme bon, fort mais doux. Il avait trouvé de l'argent dans les collines. Pas beaucoup, mais assez pour que les autres en veuillent. Luc attendait, son regard se perdant dans l'horizon lointain, là où la terre et le ciel se confondaient. Puis un homme est venu. Caleb Hunt. Il voulait la terre. Curac a refusé. Alors Caleb l'a tué. Sa voix se brisa, mais ses doigts, serrés sur les perles, ne tremblèrent pas. Il a fait en sorte que ça ressemble à une disparition, comme si le désert l'avait englouti. Mais j'ai retrouvé son corps. Milo l'avait trouvé en premier. Ces mots frappèrent Luc comme un coup de poing. Il pensa au silence du garçon, à la façon dont il observait le monde avec un regard calme, mais vigilant, et à la manière dont il sursautait au moindre bruit inattendu. « Je suis désolé, » dit Luc, ses mots pesant lourdement dans l'air. Ces mots semblaient insuffisants, mais il les prononça avec toute la sincérité qu'il pouvait y mettre. Élisa secoua la tête. « Désolé ne ramènera pas Curac. Rien ne pourra le ramener. » Elle laissa les perles glisser entre ses doigts. Et Caleb a dit que je devais le suivre. Il finirait ce qu'il avait commencé. Alors nous avons fui. « Depuis combien de temps ?» demanda Luc, une pointe de curiosité dans la voix. « 2 mois, peut-être plus. Les jours semblent se fondre, » répondit-elle avec un regard lointain. Luc fixa l'horizon qui se teintait de plus en plus sombre. Là-bas, quelque part, des hommes cherchaient une femme et son fils, pour le crime de survivre. « Il ne te trouvera pas ici, » dit-il, une certaine certitude dans la voix. Élisa tourna lentement la tête vers lui, le fixant intensément, comme la première fois qu'elle l'avait observé, mesurant, décidant. « Tu ne le connais pas. »« Non, » répondit-il. « Mais je connais cette terre, je connais cette cabine. » Il s'arrêta un instant, incertain de la direction à prendre. « Tu sais quoi ?» Il plongea son regard dans le sien. « Je sais que j'en ai assez de laisser les gens disparaître. » Quelque chose changea dans son regard. Ce n'était pas de la confiance. Pas encore. Mais c'était la première fissure dans le mur qu'elle avait construit autour d'elle. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de se retourner, fixant le coucher du soleil, laissant la douceur du silence les envelopper. Le matin suivant, un cavalier apparut sur le chemin. Ce n'était pas l'un des hommes de Caleb Hunt, mais un marchand itinérant, son cheval chargé de casseroles, de tissus et de nouvelles fraîches venues de l'extérieur. Luc échangea 2 peaux de lapin contre du sel et des informations. Le marchand était un homme de petite taille, avec des yeux pleins d'inquiétude et l'habitude de jeter des regards furtifs par-dessus son épaule, même lorsqu'il parlait. Il accepta le café avec gratitude, enroulant ses mains autour de la tasse en fer blanc comme si elle pouvait le protéger d'une menace invisible. « La tempête n'est pas finie, » dit le marchand, essuyant la sueur de son front. « Une plus grande approche. 2 jours, peut-être 3. J'ai aperçu un bâtiment sur la paroi rouge des Chiricahua, comme un rideau du diable. » L'estomac de Luc se serra à l'évocation de cette nouvelle. « Y a-t-il autre chose ?» Le marchand se pencha en avant, baissant la voix. « J'ai entendu dire qu'en ville, on posait des questions à propos d'une jeune femme apache avec un garçon.
On dit qu'elle a brûlé quelque chose d'important. Une carte, des papiers, quelque chose de précieux. Ils offrent 300 $ pour elle. 300 $? Luc répéta, incrédule. Une fortune dans cette région. Assez pour acheter un nouveau troupeau, réparer une cabane, tout recommencer ailleurs, loin du territoire de l'Arizona. Luc sentit le regard perçant du marchand, pesant ses mots, cherchant à savoir si cet homme, qui semblait si calme, serait intéressé par une telle somme. « Ils ont dit qui mettait le prix ?» demanda Luc, son regard devenant plus perçant. « Un homme nommé Caleb Hunt. Il a l'argent du chemin de fer, des yeux comme ceux du serpent, » répondit le marchand en haussant les épaules. « Ce n'est pas mes affaires. Je répète juste ce que j'ai entendu. » Il s'arrêta un instant, jetant un regard furtif vers la cabine de Luc. « Vous êtes seul ici, Monsieur North ?» Luc plongea son regard dans celui du marchand, froid et implacable. « Juste moi et quelques chevaux. Ça fait 3 ans. » Le marchand hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur les petites traces près du seau d'eau. Il ne dit rien de plus. Lorsqu'il partit, il monta sur son cheval et se dirigea vers le nord, vers la ville, puis disparut dans la poussière du matin. Après le départ du marchand, Élisa émergea lentement de l'enclos où elle s'était dissimulée. Son visage était marqué par la tension, une maîtrise évidente de ses émotions. « Il a vu les traces », dit-elle calmement, sans se presser. « Oui, il en parlera. Peut-être. Pas sûr. » Luc observa la poussière qui retombait là où le marchand était passé. « De toute façon, nous n'avons plus beaucoup de temps. » Élisa s'approcha de lui, sa silhouette se découpant dans la lumière déclinante. Le vent soulevait ses cheveux, apportant avec lui une odeur de sauge et de bois brûlé. Elle fixa l'horizon, où des nuages sombres s'amoncelaient comme des promesses lourdement dissimulées dans l'air. « Caleb Hunt a tué mon mari à cause d'une carte, » dit-elle d'une voix basse, presque comme un murmure. Un morceau de papier, simplement gravé de marques. Curac a passé 3 mois à le dessiner. Chaque montagne, chaque ruisseau, chaque endroit où la roche laissait apparaître de l'argent caché dessous. Luc écouta attentivement, capté par chaque mot, comme si ce récit était la clé d'un lourd secret qu'il était destiné à comprendre. « Je l'ai brûlé la nuit où il est mort. J'ai aussi brûlé la tente de Caleb Hunt, avec lui dedans. Elle s'était échappée, mais tout juste à temps. Sa voix était ferme, mais ses mains s'étaient crispées en poing, trahissant l'intensité de la douleur qu'elle retenait. » Luc remarqua les phalanges blêmes de ses mains, la tension qui courait dans son corps, comme une corde tendue prête à céder. « C'est pour ça qu'il te poursuit, » dit-il, son regard plongeant dans le sien. « C'est pour ça qu'il ne s'arrêtera jamais. » Le silence s'étira entre eux, lourd, comme une promesse non dite. Le vent soufflait, modifiant la température de l'air, apportant avec lui l'odeur d'une pluie lointaine ou simplement la poussière. C'était difficile à discerner dans ces terres où tout semblait se mélanger. « Il y a autre chose, » ajouta Élisa. Elle s'arrêta un instant, puis sortit un morceau de papier plié de sa poche, le tendant vers Luc. « J'ai gardé ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me rappeler pourquoi nous devons fuir. » Elle lui tendit la photo. Elle était vieille, fripée, les bords usés par le temps. Un homme et un garçon se tenaient devant un chantier minier, chacun tenant une pioche. L'homme était grand, ses traits marqués, ses yeux profonds, semblables à ceux des hommes que Luc avait vus parmi les hommes de Caleb. Le garçon semblait n'avoir pas plus de 12 ans. « Caleb Hunt, » dit Élisa, « et son fils, avant l'accident. » Luc observa la photo, étudiant le garçon qui souriait, un sourire sincère, innocent. Il n'avait rien du monstre implacable qui les poursuivait maintenant. « Qu'est-il arrivé au garçon ?» demanda Luc, une pointe de tristesse dans la voix. « Un accident dans la mine, celle que Caleb construisait. Il avait trop hâte, il coupait trop de coins. La galerie s'est effondrée, » expliqua Élisa, sa voix se faisant plus douce,
presque réticente. Son fils était là-dedans. Caleb a creusé pendant 3 jours avec ses mains. Quand ils ont enfin extrait le corps, elle secoua la tête, le regard dans le vide. Il n'était plus le même. Luc rendit la photo, mais il garda en tête les yeux du garçon, la sincérité de son sourire. Cela ne justifie pas ce qu'il a fait. Non, répondit Élisa. Mais ça l'explique. Elle rangea la photo dans sa poche, ses gestes assurés, comme si cette photo n'était que le dernier morceau du puzzle. J'y ai réfléchi souvent, dit-elle en levant les yeux vers lui. Est-ce que la douleur d'un homme peut devenir si grande qu'elle engloutit tout le reste? Peut-elle le transformer en une chose qu'il n'aurait jamais voulu devenir? Elle le regarda, et Luc y lut quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant, une forme de compréhension tragique, comme si, dans ce regard, Élisa partageait une part de la même souffrance. « Je ne le déteste pas, » dit-elle calmement. « Je le crains, mais je ne le déteste pas. » Luc réfléchit profondément. La frontière entre la douleur et la folie, entre la perte et la destruction, les choix que l'on doit faire quand tout ce que l'on aime a été arraché. « J'ai enterré ma femme dans le champ derrière l'enclos, » dit-il lentement. « Il y a 3 ans. La fièvre l'a emportée. J'ai creusé sa tombe moi-même. Et quand j'ai fini, je n'ai parlé à personne pendant 6 mois. J'ai pensé à la suivre, à m'arrêter là. » Élisa resta silencieuse, l'écoutant, ses yeux emplis de compréhension. « Mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'étais trop fatigué. Peut-être que j'étais trop têtu, » dit-il, se laissant submerger par la confession. Peut-être que je n'étais pas encore prêt à abandonner l'idée qu'il pourrait encore y avoir quelque chose qui vaille la peine de vivre. Élisa tendit la main et posa doucement sa main sur son avant-bras. Un geste léger, presque hésitant, comme une première offrande de confiance. C'était la première fois qu'elle le touchait volontairement depuis la nuit où elle avait soigné ses blessures. « Tu es resté, » dit-elle, les mots résonnant avec une douceur inattendue. « Je suis resté, » répondit Luc, son regard se faisant plus doux, plus calme. Le soir tombait doucement, le ciel se parait d'une couleur indéfinissable, teintée de promesses de pluie qui semblaient encore se cacher derrière les nuages. Élisa et Luc se retrouvaient dans ce silence presque palpable, seuls témoins de la tempête qui s'éloignait lentement. Luc était assis sur le porche, le regard fixé sur l'horizon, le fusil entre les mains, mais sans intention de l'utiliser. Il attendait. Élisa s'approcha de lui, et il la sentit avant de la voir. La brise légère soulevait ses cheveux, portant avec elle une douce odeur de sauge et de terre humide. Une sensation d'âme apaisée malgré le chaos du monde. Elle se tint là, silencieuse, simplement présente, à l'ombre du soir qui s'installait. Le soleil, en s'éteignant derrière les montagnes, teignait le ciel de nuances de cuivre, de violet, puis de bleu sombre, comme un tableau vivant. Ils étaient là, côte à côte, chacun en proie à ses pensées, dans une étrange quiétude. Puis, des silhouettes se dessinèrent sur la crête. Ce n'étaient pas les hommes de Caleb Hunt, mais 2 cavaliers, leurs montures fatiguées, qui avançaient lentement, scrutant le terrain. Ils s'arrêtèrent juste à la limite de la cour, hors de portée de tir. Les chevaux étaient couverts de sueur et de poussière, signe de longues heures passées à chevaucher sans relâche. Luc se leva, son corps encore courbaturé, mais déterminé. Il se dirigea lentement vers le porche, tenant son fusil sans jamais le lever. Le bois sous ses pieds craquait, un son familier, rassurant, comme un murmure dans la nuit. Le plus grand des 2 hommes leva la voix. Son visage, marqué par les années, portait une cicatrice qui fendait son sourcil gauche. « Nous cherchons une femme apache », cria-t-il, sa voix forte se mélangeant à l'écho du vent. « Et un garçon. Vous en avez vu ?» Élisa se tenait derrière lui, à peine visible, juste au seuil de la porte. Milo, tout contre elle, avait les yeux grands ouverts, son petit corps pressé contre la sienne.
Luc pouvait entendre le souffle rapide de l'enfant, ses petites respirations contenues, prêtes à s'échapper de la peur silencieuse qui l'habitait. « Je suis seul ici », répondit Luc d'une voix calme, presque dénuée d'émotion. Cela fait bien des années. Le plus jeune des deux hommes cracha dans la poussière, un geste presque irréfléchi, signe de son impatience. Il devait être dans la vingtaine, l'adrénaline et la nervosité encore jeunes chez lui. « C'est étrange, » dit-il, ses yeux balayant la cour. « Les traces ne mentent pas. Il y a des empreintes de femmes près du ruisseau, et des petites traces aussi, comme celles d'un enfant. La tempête a passé, il y en a plein maintenant. Coyotes, lapins, parfois des cerfs. » Luc resta calme, sa voix implacable. « Si vous vous ennuyez, vous pouvez chercher plus loin. Mais sachez qu'il n'y a rien ici, à part de la poussière et de la déception. » L'homme plus grand sourit, une expression étroite et amère qui ne toucha pas ses yeux. « Caleb Hunt offre une somme intéressante. 300 $. C'est plus que la valeur de cette ferme. J'imagine que c'est plus que ce que la plupart des hommes gagnent en un an. Je ne connais pas de femme apache qui accepterait votre argent, » répondit Luc, la voix ferme, le regard droit. Il posa son doigt sur la détente de son fusil, mais sans appuyer. « Je vous conseille de partir avant que la tempête suivante ne vous rattrape. Les Cherokees sont en train de construire quelque chose de solide. Vous ne voulez pas être pris au piège dehors. » Les deux cavaliers échangèrent un regard rapide. Le plus jeune bougea dans sa selle, sa main se dirigeant instinctivement vers son arme. Le plus grand, cependant, observa attentivement, secouant la tête d'un signe bref. « Comme vous voulez, » dit-il en haussant les épaules. Il prit les rênes de son cheval, mais ne s'éloigna pas immédiatement. Ses yeux parcourèrent les alentours, la clôture réparée, la fumée qui s'échappait de la cheminée, les traces fraîches dans la cour que seul le vent ne pouvait effacer. Mais Caleb Hunt n'oublie jamais, et il ne pardonne pas. Il a chevauché sans relâche pendant 2 semaines, ne dormant presque pas. Quand un homme veut quelque chose avec autant de ferveur, il haussait les épaules. Je suppose que vous comprenez. Ils se retournèrent et disparurent derrière le sommet de la colline, s'effaçant lentement dans la lumière déclinante du crépuscule. Luc attendit qu'ils soient hors de vue, jusqu'à ce que même la poussière qu'ils avaient laissée derrière eux soit emportée par le vent, puis il tourna les talons et entra dans la maison. Élisa se tenait là, au milieu de la pièce, Milo toujours pressé contre elle. Son visage était pâle mais serein. « Ils reviendront, » dit-elle d'une voix calme. « Oui, peut-être avec Caleb Hunt. » Luc posa son fusil contre le mur, mais sa main resta proche de la crosse, prête à réagir à tout moment. Ça pourrait être ce soir ou demain. Cela dépend de la vitesse avec laquelle Caleb Hunt nous rattrape. Élisa se haussait, prenant un moment pour caresser tendrement les cheveux de Milo. Sa voix, douce comme une brise au matin, murmurait des mots en apache, les sonorités apaisantes flottant autour d'eux. Milo se détendit légèrement, mais ses yeux restaient fixés sur la porte, comme s'il attendait quelque chose. Une tension invisible émanait de lui, l'écho d'une peur qu'il ne pouvait pas encore effacer. « Nous avons des armes, » dit Élisa d'une voix calme mais résolue, en se redressant. « Nous avons des murs, et plus que tout, nous avons l'un l'autre. » Luc compléta la pensée dans sa tête, le poids des mots flottant dans l'air, lourd de sens. Élisa le regarda, ses yeux sombres, presque insondables, comme un puits profond qui pourrait engloutir tout ce qu'il y a de fragile. « Oui, » répondit-elle, sa voix douce, presque rassurante. « Nous avons tout cela. » La nuit tomba lentement, un voile épais enveloppant le monde extérieur. Luc ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, ses yeux cherchant l'obscurité qui envahissait le paysage. Le silence de la nuit était lourd, presque palpable, et seuls les sabots des chevaux frappant le sol résonnaient dans le calme. Les nuages de la tempête avaient englouti les étoiles,
laissant l'univers derrière la vitre aussi opaque que l'inconnu. À minuit, il décida de faire un tour pour vérifier les alentours. En passant près de la porte, il remarqua un petit sac laissé ouvert près de l'entrée, là où Élisa l'avait déposé en rentrant du bois. Le sac se balança légèrement et un morceau de papier en tomba doucement au sol. Luc se pencha et ramassa le papier, pensant simplement à le remettre à sa place. Mais à l'instant où il lut les mots inscrits, il s'arrêta, comme paralysé. Sous le texte, un croquis était griffonné, un dessin sommaire mais reconnaissable. Le visage de Lisa, dessiné au fusain, portait une expression d'accusation. L'artiste avait capturé la netteté de ses pommettes et la détermination marquée sur sa mâchoire, donnant à son regard une force perçante. Luc resta un moment immobile, la photo en main, tandis que la voix d'Élisa retentissait derrière lui, douce, mais empreinte d'une vérité crue. « Tu l'as vu ?» Il se retourna lentement. Élisa se tenait là, dans l'embrasure de la porte, un drap jeté autour de ses épaules. Milo dormait paisiblement derrière elle, blotti sous une couverture. Le contraste entre l'innocence du garçon et la dureté de l'instant était frappant. « Oui, je l'ai vu », répondit-il, d'une voix posée mais chargée de compréhension. Un silence lourd s'installa entre eux alors que les secondes semblaient s'étirer à l'infini. Élisa brisa le silence avec des mots durs et pleins de certitude. « J'ai brûlé sa carte. J'ai brûlé sa tante. Si cela avait été nécessaire, je l'aurais brûlé, lui aussi. Je brûlerai tous ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre ce qui ne leur appartient pas. » Luc plongea de nouveau son regard dans le papier, les mots « dangereux » marqués en haut et la récompense indiquée sous son nom. « Qu'est-ce que tu as encore brûlé ?» demanda-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. Élisa soutint son regard sans faiblir. Ses mensonges, l'appropriation de nos terres, les documents qui disaient qu'il était propriétaire de ce qui ne lui appartenait pas, ce certificat qu'il a falsifié, avec le sang de mon mari encore frais sur ses mains. Luc replia lentement le papier, chaque mouvement délibéré et empreint de gravité. Le bruit du papier se cassant marqua le silence comme une promesse de ce qui allait suivre. « Bien, » dit-il en lui rendant le papier. Elle le prit et resta là un instant, sans un mot, simplement à le regarder. Ses yeux, plus profonds que tout ce qu'il avait vu chez elle, semblaient peser chaque décision qu'elle avait prise. Puis, d'un ton calme mais ferme, elle ajouta « Tu n'es pas comme les autres hommes ?» Luc acquiesça silencieusement. « Non, je ne suis pas. » Elle rangea soigneusement le papier dans son sac, et lorsqu'elle leva les yeux, quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était pas une chaleur, mais une douceur nouvelle, une forme de lâcher-prise, peut-être la reconnaissance d'une vérité qu'elle avait longtemps ignorée. « Nous devrions nous préparer, » dit-elle finalement. L'aube se leva plus vite qu'on ne l'aurait cru. La lumière douce filtra à travers les rideaux poussiéreux, apportant avec elle une chaleur presque irréelle. Luc tendit la main, s'emparant de son fusil. Ce moment, il le connaissait bien, la tempête qui arrive toujours avec l'aube, comme une bête tapie dans les ombres. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le vent qui annonçait la tempête. Non, c'était un mur, un nuage immense de poussière rouge et noire, engloutissant tout sur son passage, dévalant l'horizon à l'est, rugissant comme une bête enragée. Le ciel se teinta de rouge sombre, semblable à du sang séché. L'air se fit lourd et vibrant, comme s'il était saturé d'énergie. Luc sentit un goût métallique sur sa langue, le goût du cuivre, et ses bras se hérissèrent sous l'intensité de l'air. Et avec cette tempête arriva Caleb Hunt. Luc aperçut les silhouettes dans la tourmente. 5 cavaliers se battant contre le vent, leurs chevaux luttant pour avancer, baissant la tête sous la violence de l'ouragan. Ils s'approchaient comme une marée déchaînée, inarrêtable. Leurs chevaux étaient couverts de sueur et de poussière, leurs crinières fouettées par le vent. À leur tête, un homme vêtu d'un manteau noir,
son chapeau tiré bas, son visage protégé contre la tempête de sable. Caleb Hunt. Même dans ce chaos, Luke reconnut sa silhouette familière, sa posture penchée en avant, sans jamais s'arrêter. Il montait à cheval comme un homme qui n'avait plus rien à perdre, et peut-être en effet n'avait-il plus rien, pensa Luke. Mais Elisa réagit instantanément. Elle attrapa Milo et le poussa vers la cave sous le plancher de la cuisine. La cave était petite, humide. L'air en était lourd, marqué par des relents de terre et de pommes de terre pourries. Milo descendit précipitamment l'escalier, ses mains tremblantes, son visage pâle se dessinant dans l'ombre. « Reste ici, » dit Elisa, pressant un petit sac de cuir dans les mains de Milo. « Ne sors pas avant que je t'appelle. Peu importe ce que tu entends. Promets-moi cela. » Les yeux de Milo s'agrandirent de peur, mais il acquiesça, lentement. « Je promets, » murmura-t-il. Elisa déposa un baiser ferme et désespéré sur son front avant de refermer la porte de la cave. Elle se tourna vers Luke, son couteau en main, prête à tout. « Il est à moi, » dit-elle d'une voix basse, mais pleine de détermination. « Il a 5 hommes. Nous en prendrons 2 chacun et nous les attendrons au milieu. Malgré le poids de la situation, la tempête, la menace imminente, la possibilité de la mort. » Luke esquissa presque un sourire. « J'aime ses chances, » dit-il, l'esprit vif et prêt à agir. Le premier homme entra par la fenêtre. Le verre se brisa en éclats, s'éparpillant comme des éclats de glace sur le sol. Un corps le suivit, roulant sur le sol avec un pistolet déjà levé. Il était jeune, trop jeune, les yeux fous, assoiffé par la tempête et la promesse d'argent qu'il croyait déjà avoir remportée. Elisa se déplaça avec la fluidité d'un fantôme, rapide, précise, silencieuse. Sa lame pénétra la gorge du jeune homme avant qu'il ne puisse tirer. Le coup de feu résonna dans la cabine, comme un coup de tonnerre déchirant le silence. La balle se logea dans le plafond. Puis l'homme s'effondra, la vie quittant son corps tandis que ses mains se refermaient sur la plaie béante. Le deuxième homme entra par la porte arrière. Le bois de la porte céda sous son poids alors qu'il brandissait une hache, la hache de Luke, volée dans la grange. Luke le reçut, frappant violemment son crâne avec le canon de son fusil. Le bruit du choc résonna, suivi d'un autre coup de feu, un tonnerre intérieur. L'homme s'effondra, la hache tombant lourdement sur le sol. Un bruit sourd. Dehors, le monde semblait être en proie à un chaos total. Le vent hurlait comme une bête affamée, et la poussière emportait tout sur son passage. La visibilité était réduite à la longueur de son bras. Luke se tenait contre le cadre de la porte, ses yeux scrutant la tempête, plissant les paupières pour voir à travers la mer de sable qui dévorait tout. 2 silhouettes se détachaient, se dirigeant vers le porche, perdu dans le tourbillon rouge. Il tira 2 balles. Un homme s'effondra, un cri étouffé par la fureur du vent. Le second continua sa route, Caleb Hunt. L'homme se précipita vers la porte, comme s'il était né dans la tempête elle-même. Grand et maigre, son regard brûlait d'une rage bien plus profonde que la colère, une douleur, une folie née de la perte d'un enfant et d'une obsession qui ne connaissait plus de limites. Son visage, marqué par le sable, était parcouru de traces de sang, mais cela ne semblait pas l'atteindre. Il n'avait plus aucun regard pour le monde et avançait sans faillir. Luke se jeta alors entre eux, encadrant l'impact du corps d'Arlan contre lui. Ils s'effondrèrent sur le sol, luttant, s'agrippant, frappant avec des poings, des coudes, dans une danse désespérée où chaque mouvement était une lutte pour la survie. Le sol tremblait sous eux, les meubles se renversaient, des tasses en métal et du sel se déversaient sur le sol. Caleb était plus fort qu'il ne l'aurait cru, ou peut-être était-ce simplement parce qu'il était prêt à tout sacrifier. Ses mains trouvèrent le cou de Luke, serrant avec la force d'un étau. Luke commença à perdre conscience, ses yeux se brouillant.
Il se débattit, griffa les poignets de Caleb, mais rien n'y faisait. L'homme était inébranlable. Le visage d'Arlan, penché au-dessus de lui, se tordait dans une expression qui oscillait entre un mélange de soulagement et de satisfaction morbide. « J'aurais dû accepter l'argent », souffla Caleb Hunt. C'est alors que Élisa arriva. Le couteau dans sa main brilla sous la lumière vacillante. Un premier coup, puis un autre. Caleb Hunt hurla et lâcha son étreinte, le sang coulant de son épaule. Il vacilla, mais ne tomba pas, pas encore. Ses yeux se fixèrent sur Élisa, et malgré la douleur, il parla d'une voix calme, presque froide. « Tu m'as tout pris, » dit-il, son regard empli de fureur. Élisa se tenait sur lui, le couteau pointé vers son torse. Le sang gouttait lentement de la lame, le sien, formant des petites gouttes sombres sur le sol. Elle respirait profondément, son corps frémissant de la tension de l'instant, mais sa main restait ferme. « Tu as pris tout ça avant, » répondit-elle, sa voix glacée. « Mon fils est mort dans son esprit parce que l'argent comptait plus que la sécurité. » Elle marqua une pause, sa voix s'adoucissant légèrement. Mon mari n'était pas son ennemi. Il voulait juste ce qu'il voulait. Caleb Hunt tituba, le sang s'écoulant sous lui. Son visage se tordait, partagé entre la colère, la douleur et peut-être même une forme de regret. La folie dans ses yeux s'estompa un instant, et dans ce regard, Luc aperçut l'homme qu'il aurait pu être, avant la catastrophe de la mine, avant que la douleur et l'obsession n'engloutissent tout. « J'avais l'intention de bâtir quelque chose, » murmura Caleb, pour lui rendre hommage. Un héritage, quelque chose qui durerait plus longtemps. Il toussa violemment, crachant du sang. Plus longtemps qu'un tombeau. Élisa ne baissa pas son couteau. « Tu ne peux pas bâtir un avenir sur des tombes volées, » dit-elle d'une voix tranchante. Caleb ouvrit la bouche pour répliquer, mais ses yeux se voilèrent. Il tomba alors au sol, sa main tendue comme pour saisir quelque chose, ou quelqu'un. Puis il s'effondra, inerte. Le silence s'installa. La tempête continuait de rugir dehors, mais dans la cabine, le seul bruit était celui de leur respiration, celle de Luc, haletante, celle de Élisa, régulière, et au loin, le bruit des petits poings de Milo frappant la porte de la cave. Élisa s'approcha de son fils, le regardant tendrement. Luc resta allongé sur le sol, le regard fixé sur le plafond, écoutant son cœur retrouver son rythme. Il pensa à Caleb, à la photo d'un père et de son fils souriant, avant que tout ne s'effondre autour d'eux, à la manière dont la douleur pouvait transformer une personne en un être méconnaissable, même pour lui-même. Il pensa à Catherine, à la tombe derrière l'enclos, à toutes les fois où il aurait pu laisser le silence le consumer sans agir. Lorsque Élisa se tourna à nouveau, Milo s'était blotti contre elle. Elle se pencha doucement vers Luc et posa sa main sur sa poitrine. « Tu es encore en vie, » dit-elle. « J'ai failli mourir. » Luc posa sa main sur la sienne, un geste lent mais empreint de gratitude. « Grâce à toi, » elle secoua la tête. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Dehors, la tempête perdait lentement de sa force. Le vent, qui hurlait à fendre les cieux, s'était transformé en un gémissement, puis en un doux murmure, comme un secret soufflé dans l'oreille. L'aube perça l'horizon, un fil de lumière douce qui chassait l'obscurité persistante. Au-delà de la poussière, au-delà des épreuves, au-delà de tout ce qu'ils avaient traversé, le jour se levait sur un monde transformé. Luc tourna son regard vers Élisa, puis vers Milo, et posa ses yeux sur la cabane. Ce lieu, autrefois un simple abri, était devenu un foyer pour lui, plus qu'il n'aurait jamais cru possible, après 3 longues années d'errance. « Oui, » murmura-t-il, sa voix remplie d'une gravité nouvelle. « On dirait qu'on a réussi. » La tempête s'éteignit enfin aux premières heures de l'après-midi, laissant derrière elle un monde d'une pureté nouvelle.
Le jardin, englouti sous une couche de sable, les traces de leur passage effacées, mais le ciel, d'une clarté presque irréelle, s'offrait comme une toile vierge. La clôture, tombée, restait là comme un témoin des batailles passées. Les corps des envahisseurs avaient été traînés hors du terrain. Luc les enterrerait plus tard, quand ses mains cesseraient de trembler. Mais pour l'instant, il se tenait là, sur le porche, observant Élisa et Milo dans la cour. Élisa, agenouillée sur la terre nue, les mains posées doucement sur le sol, murmurait des mots silencieux dans un chant muet. Milo, tout près d'elle, répétait le même geste, sa petite main touchant le sable avec une tendresse calme, la tête baissée comme s'il écoutait ce que la terre avait à lui dire. Un silence apaisé s'installa entre eux, puis Élisa sortit lentement un petit sac de maïs de sa poche. Elle dispersa les grains sur la terre, formant un arc précis et intentionnel. Chaque grain tombait comme une petite étincelle d'or, brillant sous les rayons du matin. Luc ne posa aucune question. Il savait que certaines choses n'ont pas besoin de mots pour être comprises. Quand elle eut fini, Élisa se leva et se dirigea vers le porche. Milo, quant à lui, resta derrière, traçant des dessins dans le sable avec son doigt. C'était la première fois que Luc le voyait jouer, libéré de l'angoisse qu'il portait habituellement sur ses épaules. Élisa s'arrêta sous le porche et leva les yeux vers lui. Il y avait quelque chose dans son regard qui allait au-delà des simples mots. « Nous devrions partir, » dit-elle, la voix douce, mais marquée par une détermination silencieuse, avant que quelqu'un ne vienne chercher Caleb. Luc secoua lentement la tête, comme si une certitude tranquille l'envahissait. Personne ne viendra. Caleb a brûlé tous ses ponts. Le chemin de fer l'a abandonné il y a des mois. Ceux qui le suivaient, ils suivaient l'argent, et l'argent est épuisé. Élisa le fixa intensément, ses yeux perçants dans les siens comme si elle sondait chaque syllabe, chaque mot. « Tu ne peux pas savoir ça. » Luc baissa les yeux, mais il sentit une confiance intérieure, une certitude profonde qu'il ne pouvait pas expliquer. « Je sais comment finissent des hommes comme lui, » dit-il doucement, seul, oublié. Il marqua une pause, cherchant ses mots, mais sans hésitation. « Tu n'as plus besoin de fuir. » Élisa resta silencieuse un moment, ses yeux parcourant la propriété, la cabane, l'enclos, le désordre de l'extérieur. Ce terrain, qui avait voulu sa mort, lui avait rendu sa vie et l'avait ramené à elle. « Tu veux qu'on reste ?» demanda-t-elle, un souffle fragile dans sa voix. « Oui. »« Pourquoi ?» répondit-il, plus serein que jamais. Luc pensa à Catherine, à ce silence qui avait envahi la cabane pendant 3 ans, et à la manière dont ce silence se dissipait peu à peu, remplacé par les pas légers de Milo, les murmures de Élisa et le rythme paisible du travail partagé. « Parce que je mourrai avant que tu ne me trouves, » dit-il, sa voix remplie de calme. « Pas à cause de la tempête, mais à cause du silence et de toi. » Il s'arrêta, cherchant les mots justes, ceux qui ne seraient pas trop lourds. « Tu m'as rappelé ce que c'est que de vivre. » Élisa ne répondit pas tout de suite, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Une douceur, une forme d'abandon, un éclat nouveau. « Tu as besoin d'une femme comme moi, » dit-elle, pas comme une question, mais une simple déclaration. Luc esquissa un sourire, léger, presque imperceptible. « Oui, j'en ai besoin. » Élisa baissa les yeux, son regard se posant un instant sur Milo avant de le relever vers Luc. Il y avait quelque chose de plus dans son regard maintenant, une lumière fragile, presque inédite. « Et Milo a besoin. » Elle s'interrompit, la pensée suspendue dans l'air. « Un endroit où il peut enfin arrêter de fuir, » compléta Luc, ses yeux se posant sur le garçon qui jouait dans le sable, libéré de la tension qu'il portait. Élisa ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, il y avait quelque chose de plus dans son regard, une lumière, un éclat d'espoir fragile. « Alors, nous restons, » dit-elle, sa voix douce mais pleine de certitude. L'après-midi s'étira dans un travail simple mais essentiel.
Ils reconstruisirent la clôture, mais pas toute, juste celle qui comptait, celle qui serait le dernier rempart contre le monde extérieur. Luc clouait les planches, tandis que Élisa les maintenait fermement. Milo leur tendait les clous, un à un, les comptant en anglais, ces mots hésitants, mais porteurs d'une volonté inébranlable. Lorsque la dernière planche fut en place, Luc fit un pas en arrière, observant leur travail. Ce n'était pas parfait, les poteaux légèrement inclinés, une planche plus courte que les autres, mais c'était la meilleure clôture qu'il ait jamais faite. Élisa se tenait à ses côtés, les bras croisés. Le soleil s'effaçait doucement derrière l'horizon, et les derniers rayons caressaient son visage, adoucissant les marques de fatigue et de peur, les transformant en une paix fragile. « Elle tiendra », dit-elle, un calme absolu dans sa voix. « Oui », répondit Luc, en essuyant ses mains sur son pantalon. « Elle tiendra. » Luc repensa à toutes ces histoires qu'il avait entendues dans sa jeunesse, celles des cow-boys, des hors-la-loi, des ruées vers l'or, des derniers combats, mais aucune de ces histoires ne finissait ainsi. Aucune ne parlait d'une femme en robe de daim lui offrant une tasse d'eau, d'un garçon qui dessinait des chevaux dans le sable, d'une clôture reconstruite avec des morceaux de bois brisés. Ce moment, ce calme, c'était bien mieux. Élisa tourna la tête vers la cabane et Milo courut devant elle. Elle s'arrêta à l'entrée et se retourna pour regarder Luc. « Luc? »« Oui, » répondit-il, prêt à écouter. « Merci. » Des mots simples, mais si lourds de sens. Tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'ils pourraient encore construire ensemble, tout ce qu'ils étaient en train de devenir. Il hocha la tête, une émotion sourde dans la poitrine. « Merci à toi de ne pas m'avoir laissé mourir dans le sable. » Le coin de ses lèvres se souleva en une esquisse de sourire. Un sourire, mais pas tout à fait. Élisa entra à l'intérieur et Luc resta là, sur le porche, encore un instant. Il observa les étoiles qui commençaient à briller une par une dans le ciel de Dustwind Ridge. Demain, il y aurait encore des travaux, des réparations, des plantations, un lent travail pour bâtir une vie à partir de cette terre qui ne se laissait pas apprivoiser facilement. Mais ce soir, la cabane était chaude. Le feu dansait dans la cheminée et quelque part, à l'intérieur, Élisa chantait doucement pour Milo, sa voix un murmure rassurant dans la nuit. C'était comme si la terre elle-même se mettait à respirer. Luc sortit lentement un couteau de sa poche et s'approcha du cadre de la porte. Avec soin, il grava 3 lettres sur le bois. L-E-M. Il terminerait demain, peut-être en ajoutant son nom complet, peut-être celui de Milo aussi. Mais pour l'instant, cela suffisait. Dans le monde des histoires d'amour de l'Ouest, certaines finissent par des coups de feu et des éclats de gloire. Mais les véritables récits de l'Ouest, ceux qui restent gravés dans le cœur, se concluent souvent sur des gestes plus discrets, plus intimes, une clôture reconstruite, un nom gravé dans le bois, 2 âmes qui se trouvent au cœur d'une tempête et qui choisissent de continuer à se chercher, chaque jour, encore et encore. C'est là une véritable histoire d'amour de l'Ouest, pas pour les dangers, ni pour la poussière, ni pour les longues chevauchées à travers les terres sauvages, mais pour ce choix que l'on fait, un choix qui se répète jour après jour, dans les actes du quotidien, dans les silences partagés, dans la sueur du travail. Luke Cade et Élisa, eux, se sont choisis, et c'est tout ce dont ils ont besoin. C'est leur maison. Et peut-être que c'est ça, la véritable essence de l'Ouest. Ce n'est pas simplement la poussière et la soif, ni même les guerres et les bagarres. C'est ce que l'on bâtit, même dans l'adversité, dans les moments où le vent souffle si fort qu'il semble vouloir tout emporter avec lui. C'est dans le silence entre 2 mots, dans les gestes simples d'une vie partagée. Peut-être qu'une vie, c'est plus que la somme de ses combats, plus que l'accumulation de la douleur et de la perte. Peut-être que la véritable victoire, c'est d'apprendre à aimer malgré tout, parce qu'au bout du compte, on ne cherche pas des horizons lointains ou des trésors enfouis. Ce que l'on cherche,
Ce que l'on désire vraiment, c'est ce qui fait que l'on peut enfin s'arrêter, respirer et se dire « Ici, c'est chez moi ». Et quelquefois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de trouver une autre âme, prête à faire le même voyage, prête à choisir de rester, jour après jour, dans la chaleur du foyer que l'on construit ensemble. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à nous soutenir en cliquant sur Like et en vous abonnant à notre chaîne. Cela nous donnera l'énergie nécessaire pour continuer à créer des vidéos qui vous toucheront et vous accompagneront dans vos moments de détente. À bientôt et à très vite pour de nouvelles aventures.